Je suis fondamentalement ambitieuse. J'aime les challenges. Le transit, c'est un monde d'hommes. Je manipulais des sommes, mais indécentes. J'avais 20 ans, femme et jeune. Vraiment, j'ai tenu bon, littéralement, parce que je voulais rendre mon père fier de moi. Ah, c'est un puissant moteur, ça. Je n'avais que mon père. Il était vraiment le pilier de ma vie professionnelle. Je n'avais jamais géré d'équipe de ma vie. J'avais besoin de sortir du chaos, de remettre de l'ordre. C'est que j'ai fermé ma société de transit. J'étais au fond du trou. Quand tu manques de productivité, rien ne va comme il faut dans ta vie professionnelle. Te lever le matin et te demander qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, tu as déjà perdu de l'argent. Absolument. Je n'avais pas l'intention d'en faire un business. Ah ouais, je comprends. La demande est venue de ceux qui me suivaient. Créer du contenu me permet de me poser en expert. J'ai mis le lien. 120 personnes ont écouté. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Si vous-même, vous n'y croyez pas, c'est foutu d'avance. On n'est pas censé gagner partout. J'ai remarqué qu'en Afrique, les gens n'aiment pas demander de l'aide. Ah, hello les rocs. J'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. C'est avec un immense plaisir que je vous invite à prendre part à une nouvelle odyssée, une aventure qui pourrait bien ébranler vos certitudes et vous pousser à une remise en question constructive. Dans ce nouveau numéro, nous allons explorer un parcours inspirant où il est question de virage, d'audace et de transformation personnelle. Pendant près de 10 ans, Olivia Quenom a piloté avec maestria une société de transit en veillant à ce que chaque projet arrive à bon port. Puis, un jour, après des années à tracer sa route sur cette voie, elle a décidé de changer de cap. Elle a alors pris un virage à 180 degrés et actualisé l'itinéraire de sa vie. Sacré courage, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Olivia est créatrice de contenu et coach en productivité et elle fait un carton. Son leitmotiv, aider les autres à fluidifier leur quotidien, à éviter les embouteillages mentaux et à optimiser les flux de leurs pensées. Bref, à améliorer leur efficacité personnelle qui est intrinsèquement liée à leur bien-être. Grâce à son expertise, ce sont des vies qui sont transformées, des milliers de personnes qui parviennent à transiter de la saturation vers l'épanouissement et la performance. Dans cet épisode, nous allons arpenter son parcours, explorer les motivations et les challenges de sa surprenante reconversion professionnelle et tenter de comprendre comment ces nouvelles fonctions influencent son quotidien et celui de sa communauté. Embarquement immédiat à bord du podcast qui vous incite à rêver, oser, créer. Attachez vos ceintures. 3, 2, 1, c'est parti. Olivia, bonjour. Bonjour Régis, comment vas-tu? Je suis en parfaite forme et toi-même? Parfaite santé, parfaite forme, je vais bien. En 2025, j'ai décidé que tout irait bien. Parfait. Même quand tout va mal, je considère que tout va bien. C'est une bonne approche, ça. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Je me concentre sur le positif cette année. Absolument. Ouais. Super. Ben, je pense que tu es déjà en train de distiller comme ça des petites astuces aux gens. Si vous voulez que les choses se passent bien, il faut le proclamer, il faut le vivre, il faut le penser, il faut le sentir. Et puis, comme tu dis, tout va bien, même quand ça va pas. Ça va. Dans le meilleur des mondes, tout va bien. Parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité, pardon. Tu sais, en fait, là, c'est la première fois que je suis dans ce rôle. Dans le rôle de l'invité. D'accord. J'ai l'habitude d'inviter, moi, des gens, des entrepreneurs, des experts, mais c'est la première fois que je suis dans le rôle de l'invité. Ah ben, ça va être intéressant, ça. C'est très particulier. Yes. Je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, je suis content d'être celui qui va te faire passer ton baptême de feu. Et puis, de toute façon, ici, nous sommes dans une discussion très chaleureuse, ouverte, free, open, comme toujours. Le but, c'est simplement de partager ton parcours parce que, évidemment, il est pertinent. Sinon, nous n'aurions pas pensé à te demander de venir le partager avec tous ceux qui nous regardent. Et on va évoquer ta reconversion. Mais on va parler aussi de tout ce qui tourne autour de ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, la productivité, les gens en entendent beaucoup parler, mais ils ne savent pas toujours pas ce que c'est, ça ils le savent, mais comment s'y prendre justement pour y arriver. Et je crois que les bénéfices, c'est important d'insister sur les bénéfices, de faire de la pédagogie pour que les gens comprennent l'urgence qu'il y a à notre époque
à travailler sur la productivité. L'urgence. L'urgence. L'urgence, oui. Absolument. Tout à fait. Parce que on est dans une ère de chaos. Ouais. Vraiment, littéralement, je n'exagère pas. On est dans une ère de chaos avec les réseaux sociaux qui ont empiré la situation. Déjà, les gens ne s'en sortaient pas. Mais depuis 5 ans, 10 ans, forcément, le besoin se fait beaucoup plus ressentir que jamais, en fait. Absolument. Perte de concentration, perte d'objectifs, perte de clarté. Et il faut pouvoir travailler sur tout ça. Il faut déjà, surtout, se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que les gens considèrent souvent qu'ils sont juste désorganisés, que ça n'impacte pas grand-chose, que ça n'a pas de très, très grandes conséquences. Parce qu'ils arrivent à avancer selon eux, plus voilà. Et je t'assure que c'est une fois que le switch est fait, qu'ils reprennent vraiment en main leur temps, qu'ils se rendent compte que, mais attends, je perdais énormément là. C'est ça. Je ne m'en rendais pas compte, tu vois. Donc, véritablement, il y a urgence. De se rendre compte de ça et de passer à l'action, de faire quelque chose pour améliorer la situation. Parfait. Ben, on va parler de tout ça. Je voudrais, pour commencer, explorer un peu ton parcours, on va dire. Les débuts. Ce que j'appelle les débuts, c'est post-bac. Parce que hier, tu étais directrice générale d'une société commissionnaire agréée en douane. Aujourd'hui, tu es créatrice de contenu, coach en productivité. Ce sont des univers, je ne vais pas dire diamétralement opposés, mais qui sont quand même très éloignés les uns des autres. C'est sûr. Avant qu'on le plonge vraiment dans le vif du sujet pour comprendre ce qui a motivé tout ça, ce switch-là, quels étaient tes plans après le bac? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je sais que tu as un master en économie. Intelligence économique. En intelligence économique, voilà. Mais c'était quoi les plans? Ou est-ce que tu n'avais pas une vision très claire de la suite? Honnêtement, je n'avais pas de plan. Ok, d'accord. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'élèves qui passent le bac. On se jette à l'eau sans vraiment savoir où on va, quoi faire, comment le faire. Honnêtement, je n'avais pas de plan. Ce que je savais, j'étais boursière de l'État. Donc, forcément, sur le campus, j'avais une forte appétence pour tout ce qui est littérature. J'ai passé un bac littéraire. D'accord. Pas du tout matheuse, mais alors vraiment zéro. Zéro, donc pas de série scientifique. J'avais ces deux-là. Et en bonus, j'avais l'expérience de ma grande sœur, qui, quelques années auparavant, avait fait sciences juridiques sur le campus, à Abomey-Calavi. Et je suis allée la voir plusieurs fois sur le campus. Et je t'avoue que ça ne m'a pas donné envie. Définitivement. Elle en est sortie, elle a fini son cursus et ça n'a pas donné grand-chose. Donc, vraiment, ça ne m'inspirait pas. Donc, quoi faire avec mon petit bac littéraire, ma petite bourse d'État? J'ai fini à l'INEAM. Et j'ai choisi gestion commerciale, marketing. Parce que je me suis dit... Un peu par défaut, quoi. Par défaut. Je me suis dit, dans tous les cas, toutes les sociétés ont besoin de quelqu'un pour vendre. C'est clair et net. La vente aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, c'est sur ça que je suis partie. Tout simplement. J'ai fait 3 ans à l'INEAM. J'ai obtenu ma licence en gestion commerciale et j'ai poursuivi en master en intelligence économique et stratégie de développement. Mais le tout vraiment sans plan. Tu n'avais pas vraiment le plan. Mais comme tu le disais, c'est le cas de beaucoup de gens parce qu'il n'y a pas de véritable mécanisme d'orientation dans nos systèmes éducatifs. Et puis, même en famille, ce n'est pas très répandu de parler des différentes filières d'avenir. C'est pas dans la majorité des familles qu'on retrouve, tu vois, ce genre d'échange, parce que l'information n'est peut-être pas disponible aussi. Et que bon, on fait les choses un peu par défaut. Tu finis, tu vas faire droit, tu vas faire compta, tu vas faire anglais. Ce sont des filières classiques qui aujourd'hui, pour beaucoup, commencent à être un peu dépassées. Mais donc, c'est vers ça, en fait, que les parents nous poussent. Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est ça. Pour leur propre expérience aussi. Exactement. C'est ce qu'eux ont fait. Absolument. Et ça a marché. Absolument. Mais c'était à leur époque. Voilà. Et c'est pas forcément aujourd'hui des filières d'avenir. C'est des filières qui ont permis à des gens de trouver leur place dans la société, mais ils n'ont pas l'information, peut-être qu'ils ne sont pas allés chercher non plus. C'était pas aussi disponible non plus à leur époque qu'à notre époque. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas jeter la pierre aux parents uniquement parce qu'ils n'avaient pas Internet, quoi. Ils n'avaient pas comme nous l'information libre et dispo. Et ce sont ceux qui avaient dans leur entourage peut-être des parents qui voyagent beaucoup, qui sont connectés au monde de l'éducation, etc., qui avaient des informations plus précises sur ce qu'on peut faire. Donc, on se débrouille avec. C'est ce que tu as fait. Tu as eu ta licence, ton master, et comment tu te retrouves dans le transit. Bon, moi, je voudrais savoir déjà comment tu te retrouves là
Et ensuite, tu nous diras ce que tu as pu retenir de cette expérience, parce que tu as passé 10 ans Ouais. dans le transit. C'est un domaine qui a la réputation d'être exigeant. Oui, très. Tu me diras si c'est le cas, ok. Et donc, ça a dû être un véritable marathon de challenge. Qu'est-ce que tu en as retenu de bon et de moins bon? Et surtout, pour commencer, comment tu te retrouves dans cette entreprise-là, dans ce 10 business? ans, 10 ans, c'est long. Ah, c'est long. Oui, 10 ans, vraiment, c'est un peu C'est plus... le tiers d'une carrière, un peu normalement, plus de 30 10 ans. ans même, je dirais. Ah ouais. Pour être très précise, un peu plus de 10 ans. Et c'est très long parce que, en fait, je te mets le contexte. Mhm. J'avais à peine la vingtaine. Ok. À peine la vingtaine, je suis tombée dans le transit. Mhm. Tout à l'heure, je te disais que j'ai fait gestion commerciale. J'avais pris option commerce international. Ok. Je ne sais pas si c'est toujours possible à l'INU aujourd'hui, mais à notre époque, c'était possible. Je te parle, ça fait peut-être 15 ans. Hein? Ouais. Voilà. Donc, j'avais pris commerce international, mais c'était de la théorie. Tu vois, vraiment, la position du Bénin fait que vraiment, on est extraordinairement bien positionné pour faire du commerce international vraiment à tous les niveaux. On est extrêmement bien positionné et on en profite au maximum. Ok. Notre économie est basée essentiellement sur les impôts et les taxes. Donc, tu te rends bien compte que forcément, on importe à peu près tout, quasiment. Bien sûr, oui. Évidemment, le commerce international est très, très, très développé. Le monde du transit, tout va vraiment à 100 à l'heure. Ah oui? Oui, vraiment. Quand on n'est pas dans le domaine, on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, en fait. Le consommateur final ne voit qu'une fois les produits arrivés dans son marché, dans sa supérette, dans son supermarché, etc. Mais tout ce qui se passe avant, nous sommes là pour gérer. Bien sûr. C'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup d'exigences, c'est beaucoup d'argent, en fait. Ok. En investissement? Ah oui. Avant de récupérer, il faut investir beaucoup. Aussi, les oui, deux. bien sûr, bien sûr. Non, je vais venir sur le second côté tout à l'heure. Moi, j'étais plus sur le côté formalité. J'étais à la tête d'une société commissionnaire agréée en douane. Donc, on se chargeait en fait de tout ce qui est formalité. Tout ce qui est paperasserie, avec la douane, les transitaires, etc., etc. Et je t'assure, il y a de l'argent dedans parce que je manipulais des sommes, mais indécentes. Ah bah, j'imagine. Je te le dis. C'est des sommes vraiment astronomiques. Et j'avais 20 ans. Il faut savoir garder la tête froide. Ouais, parce que tu as commencé à palper très tôt. Mais en fait, c'est pas ton argent. Il faut faire attention. De l'argent, tu vois. Et il y avait mon argent, bien sûr, l'argent de la société, des clients, etc. Mais vraiment, tu vois, tu touches des sommes énormes, tu vois. Et à cet âge-là, la première chose, c'est garder la tête froide. Ne pas paniquer, ne pas te mettre à faire des plans sur la comète, ne pas te lancer dans des projets farfelus, des dépenses qui n'ont aucun sens. Vraiment, c'est la première chose que tu apprends. Parce que autrement, tout va repartir. C'est ça. Tu vois, autrement, tout va repartir. Est-ce que tu as pu... Et ce serait dommage. Garder la tête froide ou bien est-ce qu'au début, tu as eu une petite phase où tu as vacillé? Non. Tu t'es ressaisi? Non. Du tout. Dès le départ, mais tu étais encadré? Du tout. Tu étais encadré, mentoré par les gens ou non? Je n'avais que mon père. Ok, d'accord. Mon père, vraiment, paix à son âme. Il était vraiment le pilier de ma vie professionnelle. Vraiment, c'était mon confident, mon mentor, mon ami, mon conseiller. Vraiment, mon père, c'était tout. Il était tout. Et c'est lui qui me conseillait. Vraiment, au quotidien. Au quotidien, dans ce qu'il fallait faire ou pas. Peut-être que tu avais eu un petit doute. Et j'ai allô? Voilà, c'est ça. C'est exactement comme ça que ça se passait. Et il faut dire que j'ai grandi dans une famille plus ou moins aisée. J'avais vu de l'argent. J'avais eu de l'argent. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Oui. Franchement, c'est vrai que les sommes n'avaient rien à voir, mais ça m'a aidé à ne pas vaciller, en fait. À ne pas faire de bêtises. Donc vraiment, j'ai su garder la tête froide. Et l'une des leçons que j'ai retenues aussi, tu sais, le transit, c'est un monde d'hommes. Ok. Très masculin, quoi. J'avais 20 ans, femme et jeune. Alors là, vraiment, j'étais, on pourrait dire, triplement perdante. Vraiment, je partais avec voilà, des boulets aux pieds, quasiment. Mais j'ai réussi à m'en sortir, à prendre courage et à faire véritablement ce que j'avais à faire. Pourquoi? Premièrement, pour mon père. Vraiment, j'ai tenu bon, littéralement, parce que je voulais rendre mon père fier de moi. Ah, c'est un puissant moteur, ça.
au quotidien. Un puissant moteur, ouais. Je voulais qu'il soit fier de moi. Et je sais qu'il l'était. Il me l'a dit tout le temps. Ah, mais je sais qu'il beau, l'était. Ça. Donc, tu as réussi ton pari. Oui, j'ai réussi mon pari. J'ai réussi mon pari. Et je voulais me prouver à moi-même que c'était possible. Ce n'était pas gagné. Parce que je me retrouve en réunion avec 10-15 collègues, tous des hommes. Ils ont 2 voire 3 fois mon âge. Et il fallait parler. Il fallait démontrer quelque chose, il fallait poser des questions. Se faire entendre, s'imposer aussi, bien sûr. Quand il y a des soucis. Et à ce moment-là, je n'avais pas autre chose que mes diplômes. Tu vois, je n'avais pas encore développé tout ce qui est annexe. Art oratoire, productivité, rien de tout ça. Donc, je suis vraiment partie à blanc, comme on dit. Je n'avais pas grand-chose. Et je t'assure que c'est rendre fier mon père qui m'a donné le courage d'aller travailler chaque jour, de donner vraiment le meilleur de moi-même et de faire tout ce qu'il fallait. Sinon, tu penses que tu aurais switché ou tu aurais abandonné beaucoup plus tôt? J'aurais abandonné beaucoup plus tôt. Vraiment, c'est clair et net. J'aurais abandonné beaucoup plus tôt. Trop de pression. Beaucoup de pression, oui. Et l'une des choses aussi, c'est que je suis fondamentalement ambitieuse. J'aime les challenges, en fait. Je n'aime pas quand il n'y a pas d'enjeu. Tu comprends? Un côté perfectionniste. Et ça, c'est clair et net, même si j'arrive à mettre une certaine limite. Mais au fond de moi, je suis très, très ambitieuse. Je ne voulais pas échouer, en fait. Je ne voulais pas échouer. Donc, forcément, je me suis donné à fond. C'est énormément de travail. Ah ben, j'imagine. Énormément de travail. 7 employés permanents, je pense. 10 prestataires. D'accord. Si je me souviens bien, une 40aine ou une 50aine d'apporteurs d'affaires. Ah oui. Et en fait, c'était tout un petit monde. Ah oui, et tu es au milieu là, il faut gérer tout ça. Qu'il faut gérer. Ah oui. En fait, tous les jours pendant 10 ans. Ouais. C'est éprouvant. À cet âge, dans un domaine masculin, en étant une femme. Non, c'est drainant. J'imagine vraiment que ça n'a pas été simple tous les jours. Voilà, exactement. Et... Exactement. Tous les jours étaient un défi, en fait. Oui. C'est ça. Parce que chaque jour, tu as de nouveaux problèmes qui sont créés, de nouveaux défis à relever. Et en dehors du domaine technique, profondément technique, lié à la douane et aux taxes même de l'État, il y avait tout le reste. C'est l'humain qui est la gestion très des difficile. équipes. Oui, les managers, c'est le plus gros challenge. C'est le plus gros challenge. C'est-à-dire en dehors de la compétence. Bien sûr. Tout le reste, moi, je n'avais pas. Je n'avais jamais géré d'équipe de ma vie. Et je me retrouve avec 115 personnes. Tu vois, c'est... Mais c'est quelque part également, on va dire, un entraînement en accéléré. Ah oui. Moi, je dis souvent, ce genre de situation, ce sont des bénédictions. On ne s'en rend pas compte sur le coup parce que, justement, on accuse le coup. Mais on finit avec le temps par se rendre compte que c'est une chance. Parce que ce que tu as pu apprendre en 10 ans, je pense qu'il y a des gens qui mettent 30 ans à l'apprendre ou qui parfois ne l'apprennent pas. Parce oui, totalement. Gérer des hommes, grand H, c'est pas une partie de plaisir. Très compliqué. Et quand tu as cette dizaine de personnes à gérer comme toi... Ce n'est pas simple. Bah oui, toute cette pression, tu as pu la contenir grâce à ton père, donc qui a été vraiment ton pilier. Merci à lui et paix à son âme. Tu disais qu'il n'est plus parmi nous, paix à son âme. Oui, dans quelques jours, ça fera 1 an que je l'ai perdu. Vraiment, toutes nos compassions. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage pour la suite. C'est un gros coup, on n'y est jamais préparé. Jamais, oui, c'est sûr. Jamais, quel que soit l'âge, franchement, c'est toujours il continuera un coup terrible. Continuera à te pousser et à veiller sur toi de toute façon de là-haut, comme on dit. Oui, tout à fait. Je garde au fond de mon cœur tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a inspiré, tous les mots qu'il me disait, tous les conseils qu'il me donnait, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je les utilise dans mon quotidien. Dans ma perspective, je continue à les utiliser. Et c'est quelque chose que je ne vais pas perdre. Parce que j'ai décidé que je ne vais pas le perdre. C'est ma façon de lui rendre hommage, de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a été pour moi. Parce que tout le monde n'a pas la même relation avec soi. Je suis une vraie fille à papa. Vraiment. C'est bien déjà de le reconnaître. Je suis une fille à papa, mais vraiment à 100%. Alors, ça, c'est bien de le reconnaître. Mais à 100%. La fille à papa, à partir de là, commencer à t'appeler comme ça. Moi, je te verrai en ville. Salut, la fille à papa. Non, je déconne, bien sûr. Quand tu commences à faire du contenu, en 2020, tu commences à faire un peu de contenu alors que tu es toujours dans l'activité de transit. Qu'est-ce qui motive le début, on va dire, le début de développement de cette activité parallèle?
Alors que là-bas, déjà, tu n'as pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui te pousse? Au début, ce n'était pas une activité. D'accord. La productivité, ce n'était pas un business. D'accord. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà dans le transit depuis plusieurs années. Et comme je te disais, je suis partie à blanc. Et j'ai dû apprendre vraiment sur le tas. C'était le chaos. Régis, c'était le chaos, en fait. Gestion d'équipe, je n'avais rien du tout. Je me débattais comme je pouvais. Tu avais du mal à t'organiser. À m'organiser. J'avais un semblant d'agenda que je consultais vraiment sporadiquement. Et vraiment, c'était le chaos total, en fait. Et forcément, comme j'étais à la tête et que je ne faisais pas les choses correctement, tout le monde suivait de cette façon-là. Ok, ça entraînait le groupe. Ouais. Parfois, on ne respectait pas les délais. Certains dossiers n'étaient pas bien suivis, etc. À un moment donné, il y a eu une remise en question. Ok. Parce que je travaillais énormément, mais je n'arrivais pas à performer comme je voulais. En fait, je travaillais jusqu'à 21h, 22h. Ouais, c'est-à-dire que le ratio était déséquilibré, quoi. Tu bosses énormément, mais en face, tu n'as pas les résultats qui vont avec. Je n'avais plus de vie. Je n'avais plus même les week-ends, je travaillais. Mais je me suis dit, il se pose un problème là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mon corps ne tenait plus. Mon cerveau me disait, mais qu'est-ce que tu me fais là, quoi, tu vois? Donc, j'ai commencé à chercher des solutions. Sur le net, des blogs, des podcasts qui en parlaient. Mais je n'ai vraiment rien trouvé d'extraordinaire. En tout cas, rien qui reflétait vraiment ma situation. J'avais besoin de sortir du chaos, de remettre de l'ordre. J'ai réussi, avec quelques ressources, trouver ça et là. Des livres, des podcasts, etc. Ouais. J'ai recréé mon propre système d'organisation. OK. Ma propre façon de travailler. D'accord. J'ai repensé ma méthodologie de travail personnelle. J'ai donné cette impulsion et tout le monde a suivi. Je t'assure, tout le monde a suivi. Mais comme on dit, tout part de la tête. Tu vois. Toujours. Et on s'est mis à travailler moins et mieux. Je me suis dit, mais attends, il se passait quelque chose de terrible. Et c'est là que je me suis rendu compte que, mais c'est possible. C'est ça, la révolution. Ça, tu as compris c'est possible, que c'était faisable. Tu vois? Ouais. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai cette légitimité pour parler de productivité parce que j'ai été de l'autre côté du mur. Absolument. J'ai été dans le chaos total. Donc, je sais de quoi je parle. Oui, en fait, tu n'es pas dans de la théorie, quoi. Je ne suis pas dans la théorie. Ce n'est pas que je suis allée apprendre des choses en organisation, en productivité, en performance et je retransmets à mes clients. Non. Je sais ce que c'est. J'ai été là. Parce que tu as appliqué, en fait. Tu vois. Ouais. Et ça a fonctionné. Je sais que ça marche. Je sais que c'est une question de temps, d'ajustement, de discipline, de rigueur. Et ça peut marcher. Ça a marché pour moi. J'en suis l'exemple type. Tu vois. Ça, c'est bon à savoir parce que ma question suivante, et tu l'as anticipé, c'est génial, c'était de savoir si cet attrait pour la productivité, cette thématique-là, était due à des événements qui se sont déroulés au sein de ton entreprise de l'époque. Est-ce que c'était au niveau des collaborateurs ou de toi-même? Est-ce qu'il y avait de l'improductivité, de la désorganisation? Et totalement. Là, tu me donnes déjà la réponse, en fait. Totalement. Donc, il y en avait énormément. D'accord. Énormément. Et à partir du moment où j'ai vu que mais c'est possible, je pense que c'est à partir de 2019 que j'ai commencé à me dire, mais je suis sûre que à Cotonou, au Bénin, dans la sous-région et peut-être même à l'international, qui sait, des gens sont en train de traverser ce que j'ai traversé il y a 5 ans. Tous les jours. Tu vois, et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux aider? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est créer un podcast. Parce que j'en écoutais déjà beaucoup, en fait. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé à l'époque à vraiment me réorganiser, à connaître un petit peu les fondamentaux de la performance, de la productivité. Étant extrêmement introvertie, pour moi, c'était l'idéal de me cacher derrière un micro, dans ma petite chambre, toute seule, mon micro dans les mains. Donc, tu faisais pas encore de vidéos, c'était que des podcasts audio? Non, pas du tout, c'était juste des podcasts audio. D'accord. Et j'ai commencé à transmettre de cette façon-là. À dire, en fait, ce que moi, j'ai fait. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Comment vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Il y a tel concept, telle méthodologie. Tel outil, voici ce que j'ai appliqué. Voici les outils que j'utilise. C'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. À l'époque, j'utilisais beaucoup Twitter. J'avais, je pense, 2000 abonnés sur Twitter. OK. Et le tout premier épisode que j'ai enregistré, vraiment, j'étais dans ma chambre. Imagine-toi un peu le scénario. Toute seule, mon petit micro que j'avais acheté sur Internet à l'époque. J'étais ultra stressée. Vraiment, si tu écoutes le premier épisode du podcast... Pourtant, tu étais en audio, personne ne te voyait. En audio, personne ne me regardait. Mais tu appréhendais déjà le fait que les gens entendent ta voix après. Voilà, c'est ça.
Et si tu écoutes le premier épisode, tu vas te rendre compte. Ce n'est pas comme je parle là, en fait. Vraiment, j'étais stressée. Quand je réécoute, j'ai l'impression que ma voix tremblait. Okay. En fait, à l'époque, je n'y connaissais rien en montage. J'ai balancé comme ça. Bien Vraiment, sûr. je m'attendais à avoir 4 écoutes, ou 10 peut-être. J'avais 2000 personnes qui me suivaient à l'époque sur Twitter. J'ai mis le lien. 120 personnes ont écouté. Ah ouais. J'ai dit, attends. Ah oui. Ah, quand même. Là, tu devais être bien surprise et un peu rassurée. Un peu rassurée. Et des gens m'ont écrit en messagerie privée sur Twitter. Pour me dire, mais Olivia, c'est bien vraiment. Tel outil, je ne le connaissais pas parce que le premier épisode, j'ai parlé des outils. Je ne le connaissais pas, je vais tester. Je me suis dit, mais ok, d'accord, essayons. 15 jours plus tard, j'ai refait la même chose. J'ai balancé, il y a eu 80 ou 90 personnes qui ont écouté, qui m'ont fait des retours. Ok, d'accord, 3e épisode, pareil, je me suis dit, écoute, tu tiens quelque chose. Tu tiens quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé les chroniques de Via, plus régulièrement. mon podcast. D'accord. J'ai commencé à partager. C'était pas un business. Je voulais montrer aux gens que mais c'est possible de performer. C'est possible de quitter le chaos. Et ce n'est qu'à ce moment que vous allez vous rendre compte que mais vous perdiez de l'argent, du temps, de l'énergie, en fait. Et vous perdiez en qualité de vie. Oui, parce que je n'avais plus de vie personnelle. Bien sûr. C'est clair, je n'avais plus de vie personnelle. Bien sûr. Je vivais pour travailler, je travaillais pour vivre vraiment. Il n'y avait que mon travail à cette époque-là. Et c'était invivable. Forcément, tu t'en doutes, ça a fini en burn-out. Ça a fini en dépression. J'imagine bien. Donc, je voulais vraiment montrer aux gens que mais c'est possible. Il faut juste prendre de telle façon. Tu voulais aider. Voici la méthodologie. Voici ce que j'ai fait. Vous pouvez vous en inspirer. Mais ça, c'est que tu es parti vraiment sur la valeur qu'on aime transmettre, ça, en fait. qui est le cœur en fait de tout business. Quand vous voulez le faire avec la passion, il faut vouloir apporter de la valeur aux gens. Et toi, avant que ce soit un business même, c'était uniquement pour ça à la base. C'était uniquement pour le partage. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ok, pendant 2 ans. Parce que moi, j'étais dans le transit. J'étais pas créatrice de contenu. Je ne savais rien du tout de tout ça. Je mettais juste mon petit lien sur mes réseaux. Bon, ceux qui veulent vont écouter. Et il se fait que, écoute, les gens écoutaient. Alors, tu constates l'engouement. Les gens écoutent, ils te font des retours, tu te dis ce que je fais utile, c'est bien. Mais à quel moment il y a le switch? Moi, je veux qu'on parle de la rupture. On va commencer à avancer vers la création de contenu même, c'est-à-dire le tournant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, je vais tout plaquer alors que tu es dans un domaine d'activité qui est réputé lucratif? Et qui l'était. Qui l'est toujours. Voilà, on a toujours entendu depuis tout petit dans nos environnements, les transitaires ont l'argent. C'est une façon un peu vulgaire ou terre à terre de dire ça, mais c'est comme ça que ça se dit dans la ville, quoi. Mais non, les transitaires ont de l'argent, ça c'est un fait. Tu sais ça. C'est clair. Donc, tu étais dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, non, c'est plus la peine. Moi, je veux plus ça. Maintenant, je veux tout arrêter, j'envoie tout balader et je veux devenir créatrice de contenu et coach. Après, on va parler de comment les gens l'ont pris. Mais déjà, explique-nous ce qui, toi, t'a poussé alors, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon-là. D'accord. Vraiment, de façon chronologique. Ça ne s'est pas passé comme ça. OK. Ce qui s'est passé, premièrement, c'est que j'ai fermé ma société de transit. D'accord. Pourquoi? Plusieurs raisons. Okay. Je suis du genre à dire qu'il vaut mieux ne pas s'entêter dans la mauvaise direction. Je suis pour persévérer. Persévérer, tout donner, s'accrocher, être résilient vraiment au maximum. Mais il y a une différence entre persévérer et s'entêter dans la mauvaise direction. Totalement d'accord. Je me fie aux chiffres. C'est lucratif, mais il y avait énormément d'argent dehors. Donc les recouvrements sont difficiles. Changement sociopolitique, la conjoncture économique n'aidait pas. Le Covid a empiré la situation. Parce que le transit a vraiment évidemment, frontières fermées ébranlé, partout. Pendant des mois, ça a duré des mois. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Nous, on a subi le contre-coup, mais vraiment de plein fouet. Parce qu'on ne travaille pas s'il n'y a pas de frontières. Bien sûr. Et ça a duré des mois. Petit à petit, impossible de payer les salaires des employés. On passe en temps partiel, mais ça ne suffit pas. Commence à licencier, à dégrossir. On ne va pas s'entêter. On a fait ce qu'on pouvait. On sauve les meubles. Je ferme boutique. Tout simplement. Mais il y a une raison aussi dont je ne parle pas beaucoup.
à cette fermeture-là qui a peut-être précipité les choses. Ok. Parce que je pense, avec le recul, que j'aurais pu continuer. En tout cas, fermer temporairement Et et tenir revenir. encore un moment et revenir. Ouais, ouais. Mais la raison fondamentale pour laquelle, par exemple, je ne retournerai pas dans le transit, en tout cas vraiment, à moins d'une catastrophe, je ne retournerai pas dedans. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ah. Ouais. J'avais déjà fait 9 ans et demi, 10 ans et demi. Il n'y avait plus rien de nouveau. Je connais très bien ce Je sentiment. n'apprenais plus. Vraiment, les deux dernières années, j'allais au bureau, mais vraiment en traînant les pieds. Je n'étais plus vraiment motivée. Ce n'était plus challengeant. La monotonie, la routine et tout. Quoi. Je n'aime pas ça, Ouais. en fait, tu vois. Et je suis quelqu'un, je te l'ai dit, je suis très ambitieuse. J'ai besoin de relever des défis constamment. Et là, j'étais dans mon petit confort. Ça ne me convenait plus. Et avec tout ce qui se passait dans le domaine Ouais. et autour du domaine, je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Tirer un trait, en fait. Rebattre les cartes. Et remettre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as gagné en jeu. Et écoute, espérer avoir une main gagnante, en fait. Ouais. Tout simplement. Et j'ai fermé, je pense que c'était en 2021, il me semble. Longue dépression. Ah oui. Oui. Parce que même si j'ai choisi de fermer, je m'identifiais tellement à ma boîte que je suis passée par une espèce de désert d'émotions, de ressentis. J'étais larguée. Ah oui. En fait. Ça, je ne l'avais pas anticipé. Je ne pensais pas que ça m'affecterait à ce point-là. Vraiment, quand je te parle, j'étais déprimée, mais vraiment, j'étais au fond du trou. Ah oui, carrément. Et ça a duré peut-être 1 an, 1 an et demi. Quand même. Ah oui. Et je donnais le change. C'est ça le pire. Oui, mais justement, généralement, quand les gens ne veulent pas c'est ça. que l'entourage Mon entourage ne savait pas. Justement, qu'on vise. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce qu'on se met une pression folle, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Voilà. Et il n'y a personne pour vous écouter. Ouais. Il n'y a personne. Et même ton père, tu lui as pas fait Mon père savait. savoir. Lui, Mon père savait. Okay. Il fallait être vraiment très, très, très proche de moi pour te rendre compte que quelque chose cloche chez toi. Tu n'es plus pareil. Tu vois. Et ça pose aussi le problème de la perception qu'on a de ce genre de phase dans notre contexte africain. Ouais. Je n'ai dit à personne que j'étais en dépression. Même mon père, je ne lui ai pas dit. Il a remarqué que quelque chose clochait. Tu n'as pas voulu utiliser certains mots qui peuvent tout de suite choquer ou ébranler un peu trop chez nous. En fait, fondamentalement, je ne voulais pas qu'il s'inquiète. En fait. Avec l'âge, les petites maladies, je faisais très attention à lui. Vraiment, il ne fallait pas le brusquer. Donc, je ne voulais pas enfoncer le clou. Même quand il a remarqué, je lui ai dit que tout va bien, que c'est juste une petite dépression. Parce qu'il a insisté que finalement... c'est parce que j'ai fermé. Bon, je ne me sens pas bien. J'ai essayé d'éluder la question. Ouais. Mais vraiment, je suis passée par une phase terrible, d'un désert, en fait. Et je n'ai pas gagné d'argent. Mais c'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais pendant 18 mois? Émotionnellement, financièrement, physiquement. 18 mois comme ça, c'est fou. Chaos. Bah, toi qui avais l'habitude de voir de l'argent passer tous les jours. Ah, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tes doigts devaient être en manque. Je t'assure, j'étais en manque d'argent. Rien que de palper, tu vois, l'habitude. Voilà, tu vois, l'habitude de compter les liasses, l'odeur des billets me manquait. Surtout quand ils sont neufs. Je t'assure, tu vois, faire le petit geste de mouiller le petit doigt, ça me manquait. Je t'assure. Et vraiment, ça a été une phase difficile. Très difficile. Petit à petit, j'ai remonté la pente. Okay. Il y a eu, je pense, 1 an ou 1 an et demi pendant lesquels je me suis formée. Parce qu'en temps, j'avais arrêté le podcast. Oui, parce que dans ton état, tu n'avais plus la ressource. Franchement, c'était le cadet de mes soucis. Ouais, c'était le cadet de mes soucis. Ouais. Donc, j'ai décidé de me former dans l'optique de reprendre le podcast, mais vraiment de façon plus professionnelle. D'accord. Et je suis allée prendre une formation marketing digital au Cameroun. C'était en ligne. Donc, j'ai suivi la formation, je pense, pendant 6 mois. À la fin de la formation, j'ai eu envie d'aller plus loin. Okay. Et je me suis orientée vers le développement web. D'accord. En fait, je voulais savoir tout ce que j'ai appris dans le marketing digital, tout ce qu'on nous présente sur les réseaux, quel était l'envers du décor. C'est ça qui m'intéressait. En fait, comment tout ça a été construit. Tout ce que nous, on voit de notre côté, de l'autre côté, derrière le rideau, comment ça se passait. C'est ce qui m'a motivé à choisir le développement web. OK, parfait. Et fondamentalement, il fallait rester derrière ton ordinateur pendant des heures à coder, à programmer.
introvertie comme j'étais, mais il n'y avait pas mieux, quoi, clairement. Surtout que tu aimais beaucoup les maths avant. Du tout. Mais justement, c'est pour ça que je le dis. Donc, vraiment, ça a été un gros challenge. J'ai fait ça pendant un an, un peu plus d'1 an. Et la productivité m'a rappelé. En fait. Ben, en fait, comment ça m'a rappelé? Voilà. En temps, j'ai repris le podcast. OK. Entre le marketing digital et le développement web. J'ai repris le podcast. Et tout ce qui est productivité, performance n'est devenu un business que quand mes abonnés m'ont fait appel. Sur YouTube, sur TikTok, j'ai fait des consultations gratuites. J'ai fait du coaching gratuit parce que mes abonnés m'écrivaient par mail pour me le demander. En fait, je n'avais pas l'intention d'en faire un business. Ah ouais, je comprends. La demande est venue de ceux qui me suivaient pour me demander de l'aide sur tu as écouté le marché, en fait. Voilà. Je pense que j'en ai fait 5 ou 6 ou 7 peut-être. Coaching gratuit comme ça. Oui, bien sûr. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis dit, tu sais quoi, écoute, il y a peut-être quelque chose en fait. C'est ça. Professionnalise le truc, construis un programme clair, mets-le en vente et vois ce qui se passe. Ça a pris tout de suite. Mais, petite question. Oui. À ce moment-là, justement, comment ton entourage perçoit le fait que tu veuilles te lancer dans le coaching? Parce que la perception du coaching, on va en reparler un peu tout à l'heure, on sait que voilà, elle est un peu particulière dans nos environnements, même si ça évolue tout doucement. Comment les gens perçoivent, au-delà de ton père, ceux qui sont un peu proches de toi, qu'est-ce qu'ils se disent quand toi tu leur annonces que ah non, j'ai fermé ma boîte de transit? Quoi? Ah oui, et puis je veux faire du coaching. Quoi? Ça fait deux quoi. Ça fait deux quoi. J'imagine un peu. Peut-être que je me trompe, mais je me dis que tu as dû avoir des réactions de ce genre. Tu sais, je suis une personne très secrète. D'accord. OK. Je ne partage pas. Tu es introvertie et secrète aussi. Quoi. Oui, vraiment. Les deux se rejoignent, c'est vrai. Oui, je suis très fermée. Oui. Okay. Je suis une personne très fermée. OK. Je ne parle pas de ma vie. Je n'ai jamais parlé de ma vie privée sur mes réseaux. Jamais. Depuis le début du podcast. Par exemple, mes amis ne savent pas tout de moi. Ma famille encore moins. Alors là, c'est le comble. Mon père, je ne lui disais pas tout. Même ma maladie, je ne lui en ai pas parlé. Je suis comme ça. Okay. Je considère qu'à partir du moment où je peux chercher des solutions, je peux en trouver, je peux me débrouiller, je me débrouille seule. Okay. Ce n'est vraiment que quand ça me dépasse et que là, vraiment, il faut que quelqu'un intervienne, ce n'est que là que je demande à qui de droit d'intervenir. En l'occurrence, ça a été mon père plusieurs fois. Mais c'est pour te dire, je n'ai pas fait d'annonce. Oui. Je n'ai pas réuni ma famille. À ce projet-là, voilà, oui. Je deviens coach. Non, en fait. Les gens ont constaté après, quoi. J'ai créé du contenu. Ouais. Et ils s'en sont rendus compte. J'ai mis mon offre sur LinkedIn et ils ont vu. Tout simplement. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a rien eu. Oui, c'est vrai que certains de ma famille n'ont pas su que j'ai passé un diplôme pendant 1 an en développement web. Oui, et puis dans ce cas-là, les gens, ils vous posent moins de questions quand ils constatent après, parce que c'est déjà là, quoi. Il y a plus de débat. En fait, tu as pris ta décision, tu avances. J'avance, tout simplement. Ouais. Il y a eu 2 sortes de réactions qui m'ont marqué. Je pense des amis. Certains ont critiqué. J'imagine. Ont critiqué et j'ai appris parce que le coaching aujourd'hui est complètement galvaudé. Ça, et les gens considèrent les coachs comme des charlatans, des vendeurs d'illusions, et j'en passe. Donc, beaucoup de critiques, notamment quand j'ai commencé à faire du contenu vidéo. Oui. En fait. Les gens sont pas à l'aise avec ça. Ouais. Des moqueries. Ouais. Et il y a certains qui m'ont appelé pour me féliciter. Certains m'ont appelé pour m'encourager. Tu vois, mon père en premier. Ah, ben ça fait plaisir. Parce que je ne lui ai pas dit. Il a vu. Tout simplement. Même lui, je ne lui ai pas dit. Et c'est là qu'il a compris que je me tournais plutôt vers ça. En fait, je partais de mon expérience, de ce que j'avais vécu, des solutions que j'avais trouvées. Bien sûr. Et je les mettais vraiment à disposition du plus grand nombre. Bien sûr. Tout simplement. Parce que tu aurais pu être coach en gestion d'entreprise, par exemple, puisque tu as géré une entreprise, tu aurais pu être coach dans d'autres domaines au regard de tes diplômes, mais tu as voulu partager quelque chose de pratique qui a une utilité, pas que les autres domaines ne soient pas utiles. Mais toi, tu as jugé que le problème de la productivité était patent et latent vraiment chez quasiment tout le monde aujourd'hui et que ça pouvait être
utile pour la société. Ouais. Tu t'es lancé dedans. Donc, J'ai une histoire c'est quelque chose particulière, en fait, oui, c'est avec quelque chose la productivité. d'authentique, en fait. Voilà. C'est ça. T'es pas allé chercher en te disant, qu'est-ce qui marche? OK, où est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Non, du tout. Tu as fait ce qui te parlait. Du tout. C'est-à-dire, quand j'ai fini de faire du coaching gratuit, la première cliente qui a payé, la toute première qui a accepté de payer, on a fait 2 heures ou 2h15 à peu près, via Zoom. On a raccroché. J'ai appelé un de mes proches et j'ai dit, j'ai trouvé ma voie. Ouais. J'ai dit, c'est ça. Mais moi, quand je finis séance de coaching, je suis littéralement, tu as l'impression que c'est moi que la personne a servi presque. Je suis tellement heureux de pouvoir faire ça, de pouvoir partager, donner des pistes qui peuvent aider les autres. Donc, j'imagine, tel que tu parles, que c'est ce que tu ressens. C'est ça. J'ai repassé 15-20 minutes au téléphone à dire, mais j'ai trouvé. Mais en fait, pourquoi j'attendais? J'ai trouvé, c'est ce que je veux faire. Je veux impacter la vie des gens. C'est ça. En fait, je veux les aider à améliorer leur vie. Parce que quand tu gagnes en productivité, tu gagnes de l'argent. Quand je dis ça à mes clients, en général, ils éclatent de rire. Oui, mais le temps, c'est de l'argent pour simplifier. Bien sûr. Quand tu gagnes en productivité, tu gagnes en performance. Bien sûr. Tu gagnes du temps. Le temps, c'est de l'argent. Indirectement, ou parfois même directement. Directement, oui. Ça te rapporte de l'argent. Bien sûr. Tu peux faire autre chose si tu veux consacrer un peu de ce temps-là à une autre activité. Tu peux aller apprendre une nouvelle compétence. Tu peux améliorer ton bien-être et passer du temps avec ta famille. C'est ça. Bien sûr. Avoir un certain équilibre de vie, équilibre vie professionnelle, vie personnelle, te fait gagner de l'argent. Absolument. Dormir te fait gagner de l'argent. Tu es dans les meilleures dispositions. Quand je dis ça, en fait, les gens me prennent pour... mes clients éclatent de rire. Mais par exemple, la qualité de tes journées ou la qualité de tes nuits est déterminante dans la qualité de tes journées. Totalement. Totalement. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, par exemple. Quand tu passes une mauvaise nuit, tu es KO le lendemain. Tu es totalement dans le brouillard, tu n'es pas très présent, pas concentré. Absolument. Tu es épuisé, en fait. C'est ça. Quand tu manques de productivité, rien ne va comme il faut dans ta vie professionnelle. Et puis, tu sais, le piège, tu l'as évoqué tout à l'heure, je pense que ça résume tout, c'est que généralement, il y a pas mal de gens qui sont pas forcément proches de zéro quand ils sont pas à 100%. Et du coup, les gens, ils ne voient que le blanc et le noir. Tu comprends? Ils se disent, ouais, j'étais fatigué ce matin, mais j'ai quand même pu avancer sur tel projet. Hein. Et puis, ils se disent, donc ça va. Je n'ai rien à corriger parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe encore. C'est ça. Le problème, c'est que ils attendent qu'il y ait la catastrophe pour réagir. Et après, il faut vraiment ramasser pour casser. Ça prend du temps. C'est fondamentalement dommage. C'est ça. Ou alors, lorsque, en cours de route, ils ont la chance ou l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui peut les aider à améliorer leur productivité, c'est après coup, comme tu le disais au début, qu'ils se disent, ah tiens, donc en fait, j'aurais pu être plus performant. Je dis aux gens, tu peux pas penser que tu es au top de ta forme parce que tu n'as pas vu au-delà. C'est ça. En fait, il y a un genre de plafond, il y a un voile qui est là et tu sais pas que tu peux aller beaucoup plus haut. C'est ça. Et dès que tu retires le voile, tu te dis, waouh, donc je pouvais faire ça. Oui, tu pouvais faire ça. C'est l'une de mes satisfactions personnelles. C'est ça. Quand je finis tout un programme avec un client qui me dit, mais c'est pas possible. En fait, ma vie a changé. Ma vie a changé. Il y a un client qui m'a dit, tu m'as créé du temps. Tu vois? En fait, c'était une façon de me dire, en fait, le temps était là. Dans les 24 heures, tu as créé du temps supplémentaire. Je pensais pas que j'étais capable de faire autant et si bien, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que les gens passent beaucoup plus de temps qu'il n'en faut sur des choses qui ne sont pas essentielles. Bien sûr, parce qu'ils savent pas prioriser. C'est-à-dire, vraiment, tellement les gens ne savent pas prioriser. Je pense que c'est Léo Babauta qui a dit identifier l'essentiel. C'était dans son livre L'art d'aller à l'essentiel. Identifier l'essentiel et supprimer tout le reste. Tout le reste. Fondamentalement, c'est ça. Ce qui revient un peu à Pareto, 80-20. Et quand tu fais vraiment le tri, tu te rends compte que c'est réel, qu'il y a 80% de choses qui sont pas si utiles que ça. Et même les plus grands, Warren Buffett, qui nous conseille, par exemple, de réduire notre vie à 5 grands objectifs. C'est ça. Et de ne pas dévier de ça. Tu peux avoir des sous-objectifs qui permettent d'atteindre cela, mais tu sais que globalement, il n'y en a pas au-delà, quoi. Tu ne dépasses pas ça. Et en fait, essentiellement, sa méthodologie, c'est quoi? Dans ta vie, au moment où tu fais l'exercice qu'il préconise, tu rédiges 25 objectifs, 25 ambitions, 25 rêves que tu as. Tu crées une liste des choses que tu ne penses pas pouvoir faire. Pas forcément réaliste. Faire le tour du monde,
Ouais. C'est un rêve de tout le monde, mais sincèrement, combien... voilà. Ouais. Déjà, ce qui n'est pas très... dès que tu prends le critère financier, il y a beaucoup. Voilà. Ça sort assez souvent du lot. 90% des gens, tu vois. Donc, tu élimines les choses qui ne sont pas... Quand toi-même, tu regardes, tu te rends compte que... Voilà. Et tu réduis la liste à 5 objectifs fondamentaux, essentiels, sans lesquels tu considères que tu as échoué, que tu n'as pas réussi ta vie. C'est sur ces 5-là que tu te concentres. Et sur rien d'autre. Et si c'est faire le tour du monde... Ce n'est que quand tu finis les 5, que tu recrées une nouvelle liste. Tu ne vas pas piocher dans les 20 que tu as supprimés. Non. Tu reprends tout le processus, tu refais 25 objectifs, tu en supprimes 20 et tu gardes à nouveau 5. Et tu évolues comme ça, par objectif. Ça te permet de ne pas être dispersé. C'est ça, focus. D'être focus, concentré sur là où tu veux aller. Absolument. Et je t'assure, tu as 2, 3, 4 fois plus de chances d'y arriver. Bien sûr, parce que tu ne disperses pas les énergies. Et tout simplement. Comme tu donnais l'exemple du tour du monde, c'est pas du tout pour décourager les gens qui ont envie de le faire. Elle a bien dit, tout le monde quasiment a envie de le faire. Moi, le premier. Moi-même, j'ai envie de le faire, mais honnêtement. Après, si ça fait partie des 5 objectifs que tu conserves, parce que tu estimes que pour que ta vie soit accomplie, ça en fait partie, à ce moment-là, il y aura peut-être plus de chances parce que ce ne sera pas mêlé avec les 20 autres. Voilà. Tu vas consacrer plus de temps. Si tu sais qu'il te faut, je dis n'importe quoi, 100 millions ou 200 millions, peu importe, pour faire le tour du monde, ben, si tu te concentres là-dessus, ben, tout ce que tu vas faire ira dans ce sens-là. Mais si c'est noyé parmi les 45 autres objectifs que tu as, là, il y a vraiment très peu de chances, comme tu le disais. Et ce sont des principes qui, parfois, ont l'air simples, énoncés comme ça, mais les gens ne se rendent pas compte que quand ils commencent à pratiquer, rien que le fait, par exemple, de dormir à la même heure, essayer et se réveiller. Moi, j'en ai parlé avec une cliente un jour. Elle disait, elle était un peu sceptique, surtout sur cette méthode. Je lui ai parlé du cycle circadien, tout ça. Elle a dit qu'elle va chercher. 2 semaines plus tard, on se retrouve pour la séance qui suit. Bon, elle, c'était pas de la productivité à 100%, mais c'était dans le cadre d'un projet business. Parce que moi, je fais du business consulting. Et il y avait cet aspect parce qu'elle n'avait pas assez de temps puisqu'elle est employée. Et c'est le soir ou sur les week-ends qu'il faut qu'elle bosse sur son projet. Mais elle était dispersée après le boulot. Tu vois, elle rentre, Netflix, popcorn, et puis c'est pas une fois en passant. Tous les soirs. Et je lui ai dit, là, on est obligé de faire une pause, mettre une parenthèse pour parler un peu de productivité. Parce que sinon, on va travailler dans le vent. On va dire, tu dois faire ci, est-ce que tu as fini de faire ton étude de marché? Oui, mais tu fais ça quand, si tu n'es pas productif? C'est ça. Et finalement, rien que ça, elle m'a dit 2 semaines plus tard, ouais, mais c'est fou, depuis que je me couche à la même heure, je me réveille, j'essaie de le faire, j'ai l'impression que je suis plus d'attaque. Je dis, mais c'est pas de la magie, c'est pas nous qui avons créé ça. Hein. C'est ça. Je veux dire, les gens ont étudié scientifiquement certaines méthodes même. C'est éprouvé, vous appliquez, vous aurez les résultats. Oui. Tu vois, la méthode Eisenhower, moi, personnellement, ça a changé ma vie quand je l'ai découverte il y a 4 ou 5 ans. Totalement. De pouvoir prioriser. C'est tout simple, c'est 4 catégories. Et au début, j'étais sceptique. Je me dis, ouais. Mais quand j'ai commencé à appliquer ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, comment ça peut être aussi simple et on n'y pense pas? Ça te change la vie. Complètement. C'est des choses que je vois dans mon programme d'accompagnement en productivité, par exemple. Complètement. Prioriser. Mais il y a des petites choses. Quand tu parlais de sommeil tout à l'heure, j'y ai pensé. Moi, je travaille sur la routine d'endormissement. OK. Vraiment, ce n'est pas juste l'heure du coucher. Ce que tu fais avant. Ce que tu fais avant. C'est-à-dire, entre le moment où tu rentres du travail et le moment où tu dors réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Au milieu, en fait. À quelle heure tu te couches? Qu'est-ce que tu fais avant? Le dernier repas, c'est à quelle heure? Voilà. Ouais. Comment tu fermes la porte du travail et tu ouvres la porte à la vie personnelle? Parce que beaucoup ne font pas ça. Ben bien sûr, ils confondent tout. Avec tout un tas de dossiers. On est en train de travailler sur le dossier. Dans le lit, on est encore sur WhatsApp à répondre. Hein. On travaille sur le dossier, devant Netflix, les enfants qui jouent et tous les compartiments de ta vie sont mélangés. C'est-à-dire, il n'y a pas une case pour chaque chose. Et tu te plains que le lendemain, tu n'es pas performant. Ouais. Tu ne vas pas être performant. Tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas l'être, en fait. Et tout ça, c'est à étudier. Absolument. Je vais vraiment dans le détail parce que les gens ne se rendent pas compte de ces choses-là. C'est des automatismes parce qu'on vit beaucoup en pilotage automatique. Ouais. C'est des habitudes qui sont tellement ancrées. Bien Il sûr. faut quelqu'un pour leur montrer que, mais non, si tu continues ça, tu as dans le décor. Je te propose ceci, en fait. J'ai remarqué qu'en Afrique, les gens n'aiment pas demander de l'aide. Ah. Les gens n'aiment pas demander de l'aide. Ils sont dans le problème. Ça se pose à eux tous les jours.
mais demander de l'aide. En fait, ils considèrent que... C'est une preuve de fait, comme si c'était de la faiblesse. De la faiblesse. Ouais, mais c'est ça. Ils considèrent que le coach ou celui à qui ils vont faire appel a quelque chose de plus que... Ouais. Il y a une part d'ego aussi. Hein, et il y a une part de complexe. De complexe et d'ego. Oui. Soit d'infériorité, soit de supériorité. Qui n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que telle personne pourrait m'apporter de toute façon moi, je suis à tel poste, ou moi, je fais telle chose. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'apporter? Ou c'est un complexe d'infériorité. On sait bien que la personne peut apporter quelque chose, mais on a l'impression que ça va être un aveu de faiblesse d'aller demander de l'aide. C'est comme pour tout ce qui est psychologie, maladie mentale. Les gens, ils ont cette barrière-là et malheureusement, ça les contient dans le problème plus longtemps. Ouais. Je trouve ça tellement triste. Oui, c'est dommage. Parce que, en fait, la solution est là. Bien sûr. En fait, il y a quelqu'un dans le monde qui a la solution que vous cherchez. Et c'est dommage de ne pas lui faire appel. Si tu l'as, on ne le souhaite pas, tu te casses le bras. Tu ne vas pas te poser des questions pour aller à l'hôpital. Tu comprends? Pour aller voir un médecin, tu vas faire une radio, on va te plâtrer le bras, etc. Tu ne vas pas te dire que le médecin a quelque chose de plus que toi, etc. machin. C'est clair. Tu vas vers le professionnel dont tu as besoin, tu vois. Quelqu'un vient cambrioler chez toi. Tu ne te poses pas de questions pour appeler la police. Quand ils viennent enquêter, tu leur donnes tous les détails que tu peux pour qu'ils t'aident. Tu ne te poses pas de questions. En fait, faire appel à un coach ou un professionnel, c'est juste aller vers l'expert qui, dans ce domaine-là, peut vous aider. C'est tout. Celui qui a les clés, tout simplement. C'est tout. Bien sûr. Mais je pense que c'est en train de changer tout doucement et ça va continuer sur cette tendance-là parce qu'il y a aussi une ouverture générationnelle. Oui. Et il y a au-delà de ça aussi des... Oui, c'est comme des portes de non-retour, quoi. Oui. Les gens arrivent à des points de rupture. Oui, tout simplement. Avec le stress qu'il y a aujourd'hui dans la vie. Quotidienne, où parfois ils sont obligés de mettre leur ego et tout ce qu'il y a de côté parce que leur vie en dépend littéralement. Ils n'en peuvent plus, vraiment littéralement. Absolument. Et je pense que c'est important aussi de faire du contenu comme tu le fais parce qu'il y a une grande part, à mon avis, de pédagogie dans tous les domaines. Il y a une grande part de pédagogie pour que nos populations acceptent un certain nombre de choses, accepte qu'on peut apprendre de l'autre, qu'on n'est pas obligé seulement d'aller à l'école ou à l'université pour apprendre, que d'autres personnes peuvent apprendre. Les créateurs de contenu sont exposés à du bashing tout le temps, qu'ils soient coach ou pas. Ça fait partie des règles du jeu, hein, quel que soit votre pays de résistance. Voilà, absolument. Mais ce bashing s'accompagne aujourd'hui d'un certain équilibre, je pense, parce qu'il y a dans le même temps des gens aussi qui voient le bien fondé de ce que vous faites, comme ceux qui t'ont appelé pour te féliciter, tu vois. Et c'est pour ça que nous devons continuer. Pas plus tard qu'hier, je pense, il y a des gens qui mettaient des commentaires très négatifs sur une de mes vidéos. Il y en avait beaucoup qui mettaient des commentaires positifs, mais tu sais, les commentaires négatifs, on les voit toujours 2 fois plus gros. Hein. C'est comme s'ils étaient en police 25 et que le reste était en 12. C'est humain. Effectivement. Et donc, c'est comme un paramètre par défaut. Ah oui, mais c'est ça. Cerveau. On se dit, mais pourquoi que la personne ne soit pas d'accord? OK, mais pourquoi toujours de la violence, etc. Bref, je vois les commentaires de 2 personnes, vraiment l'une à la suite de l'autre, et ça m'a choqué parce que je me suis rendu compte à quel point on a du chemin encore. Ce sont des gens, le premier doit avoir la trentaine, le second la quarantaine, la cinquantaine, qui estiment que c'est impossible, et dans des mots très crus que je ne répéterai pas ici, hein, ce qui a été dit à mon endroit, ça m'intéresse même pas, ça on s'en fout. Mais dans le fond, c'est dangereux pour les autres. Des gens qui disent que c'est impossible, par exemple, de gagner 1 million de francs CFA par mois en Afrique. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'absurdité et du niveau d'ambition qui est proche de zéro. Dire que c'est impossible pendant que des gens autour de nous gagnent 4, 5, 6, 7, 10 fois plus. Et finalement, quelqu'un est venu répondre à l'un d'entre eux, un autre internaute, en disant « C'est vraiment parce que vous êtes et nous sommes conditionnés. On est dans un environnement où on a toujours pensé qu'il faut travailler avec acharnement ou alors qu'il faut voler, faire ci ou ça pour avoir de l'argent. » Qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à réaliser qu'il y a des freelancers. Moi, j'ai des potes qui sont dans le freelancing, qui gagnent des millions par mois depuis des années. Dans le copywriting, des gens qui sont dans le podcasting. Mais comme c'est un peu nouveau, tu sais, les gens sont complètement fermés. Dans le coaching? Et dans le coaching, mais bien sûr, on est dans le coaching, mais bien sûr. Et les gens n'ont pas idée de ce qu'il y a comme argent dans le coaching. On a beau dire qu'il y a des coachs qui sont des charlatans, c'est vrai, comme dans toutes les professions. Oui. Il y a des médecins charlatans, hein. Il y en a tout plein, des avocats. Il y a des brebis galeuses partout, je pense.
Mais de la même manière, il y a des gens qui font leur travail avec une certaine conscience professionnelle. Et l'argent, croyez-moi, il y en a partout. Et moi, je pense que ce mindset-là, il faut qu'on le casse. Ça va prendre du temps, mais il faut reformater les cerveaux. Et c'est pour ça que le travail que tu fais, que j'essaie de faire à mon niveau, que nous faisons tous, tous les créateurs de contenu, chacun dans son compartiment, il est important parce que même si sur 100 000 personnes, il y en a 1000 qui ont compris quelque chose, elles vont impacter des gens dans leur environnement aussi. Exactement. Et Exactement. donc, bravo pour Et c'est vraiment travail. pour ça que je crée du contenu. C'est pour ça que je créais à la base, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai professionnalisé. Je suis sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Évidemment, ça exige une organisation carrée, mais c'est pour montrer aussi d'une certaine façon que je fais ce que je dis. Ouais, c'est ça. Parce que imagine-toi, je publie sur LinkedIn 5 à 6 fois par semaine, sur Instagram et Facebook 4 fois, sur TikTok 5 fois, sur YouTube 1 fois par semaine. Parce que j'allais te demander quel est ton planning, puisque les gens n'imaginent pas, mais créer du contenu, c'est un boulot à temps plein. Vraiment, c'est un boulot à temps plein. C'est un cas d'école. Bien C'est sûr. un travail à temps plein. Bien sûr. Et ça, c'est hors enregistrement de podcasts, masterclass, recherche, pour les contenus, lecture, compilation des données, etc. Séances de coaching que tu as avec tes clients, les séances peut-être de découverte, ou je sais pas comment toi tu les appelles, avant de finir par convertir un prospect. Et vraiment, je pense que quelqu'un m'a posé la question, je crois que c'était sur LinkedIn en fin d'année, en me présentant les vœux. C'était en fin décembre. Mais comment tu y arrives? Ouais, c'est ça. Je lui ai dit littéralement, je fais ce que je vous dis de faire. C'est ça. Parce que sur LinkedIn, par exemple, je donne énormément de contenu gratuit. Oui, tu es extrêmement actif sur LinkedIn. Vraiment, je donne tout. Le problème, ou je vais dire, ce dont certains experts ont peur de faire comme je fais là, de tout donner, c'est qu'à un moment donné, les gens ne payent plus. Les gens ne payent plus. Les gens ne t'appellent plus. Je dis, moi, c'est un faux problème. Moi, je n'ai pas peur de ça. Il y a toujours des gens qui veulent avoir je n'ai pas peur de ça. La puissance même avec eux, la puissance du contenu. En fait. Il y a un aspect personnalisation forcément que je ne donne pas dans mes contenus. Je ne peux pas faire du cas par cas. Mais tu peux même pas le faire puisque tu ne connais pas le profil. Il n'y a pas un profil générique pour tout le monde. C'est ça. Quand moi, j'accompagne quelqu'un, la base, c'est sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les deux. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Comment il s'organise? Les deux. Professionnellement et personnellement. Et c'est quelque chose que je dis vraiment en tout début de suivi. Vous êtes en confiance, il y a une certaine confidentialité. Absolument. Vraiment, mais absolue. Absolument. Sur tout ce qu'on va partager. Donc vraiment, mettez tout sur la table. Et je pose des questions pour creuser. Mais la base de mon accompagnement, c'est votre vie. Absolument. En fait. Et ça, je ne peux pas le faire quand je donne du contenu sur YouTube ou du contenu sur LinkedIn. C'est très général. Je montre en fait que ce sont des concepts qui existent. Voici une méthodologie qui existe et qui fonctionne. Voici comment l'utiliser. Ça ne veut pas dire que ça te convient à toi, Régis. Absolument. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et même si ça te convient, tu ne sais pas si tu l'utilises bien. C'est ça. Je te donne un exemple. Si tu vas sur mon profil LinkedIn, tu vas voir que j'ai fait un post, je pense il y a 1 ou 2 mois, sur le Pomodoro. La technique de travailler 25 minutes. 5 minutes de pause. Un client m'a écrit par mail pour me dire qu'il a essayé parce que j'ai fait une vidéo YouTube sur ça et que ça ne marche pas. J'ai posé des questions. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Etc. Et il me dit qu'il fait toute la journée des séquences de 25 minutes. Il prend 5 minutes de pause, 25 minutes, mais que ça finit par l'ennuyer. J'ai dit, premier problème, le Pomodoro ne se fait pas sur toute la journée. C'est ça. Sur toutes les tâches, ce n'est pas possible. Deuxième problème, vous ne pouvez pas le faire sur toute la journée parce que toutes les tâches ne s'y prêtent pas. Absolument. Troisième problème, vous n'êtes pas obligé de faire 25 minutes. Ça, c'est la théorie. Moi, personnellement, je ne fais jamais 25 minutes en Pomodoro. Moi, je fais toujours un peu plus. Toujours. Parce que j'ai une très forte capacité de concentration. C'est ça. Je vais dans 1 heure, 50 minutes, 1 heure, 1 heure 15. Toujours. Donc, quand je lui ai dit ça, finalement, il est client. Alors que, en fait, j'avais expliqué le Pomodoro de long en large. Bien sûr. C'est pour te dire, ce n'est pas parce que tu sais que le concept existe que tu l'appliques bien. Absolument. Et là, il a fallu que je lui dise. C'est ce qui l'a fait signer finalement. Mais en fait, on est parti d'un contenu totalement gratuit. C'est totalement logique. Mais en fait, les gens qui ont peur de ne pas avoir de clients parce qu'ils donnent de la valeur, quel que soit le domaine, c'est
Ils voient les choses à l'envers. À l'envers, totalement. Parce qu'en fait, quand tu donnes de la valeur, mais tu donnes envie à des gens d'en savoir plus, à ceux qui en ont vraiment besoin. Et tu ne peux même pas faire autrement. Moi, je dis toujours, moi, j'ai fait des produits. J'ai été dans l'agroalimentaire, j'ai fait des services, j'ai fait je connais les deux côtés, produits et services. S'il y a des points communs, l'un d'entre eux, l'un des points communs saillants, les deux, c'est que tu es obligé de toujours donner avant de recevoir. Ouais. Toujours. C'est une loi de la vie, de l'univers, et même dans les affaires, ça marche. Si tu ne fais pas déguster, tu n'organises pas de séance de dégustation pour que les gens découvrent ton nouveau vin fait à base de pommes de terre et de raisins, je sais pas, un mélange extraordinairement nouveau. Oui, mais pourquoi j'achète si je peux pas goûter? Je connais pas. En fait. Même si c'est du jus d'ananas, il y en a 1000. Pourquoi je me mets à acheter ta marque à toi? Tu es obligé de faire goûter, de faire déguster, quel que soit ce que tu vends. C'est clair. Même les habits, les gens, quand ils vont dans un prêt-à-porter, ils font l'essayage, non? Et on leur laisse le temps d'essayer, de faire ceci. D'essayer plusieurs choses. De demander conseil. Peut-être partir avec une seule tenue. Mais bien sûr, parfois, la personne reste 45 minutes, une heure, elle n'achète rien. Rien du tout. Tu ne dis rien parce qu'elle l'achètera peut-être au bout de la 10e visite. Et tu n'as le droit de rien dire parce que peut-être qu'elle reviendra. Absolument. Peut-être qu'elle ne reviendra pas et enverra quelqu'un. Absolument. En fait, tu ne sais pas. Absolument. Et je vais même plus loin. Absolument. Tout à l'heure, tu parlais des coachs charlatans en griffe. Moi, je dis, premièrement, il y a des brebis galeuses dans tous les domaines. Bien sûr. Deuxièmement, il y a un travail que le client aussi doit faire. Absolument. N'importe quel coach n'est pas coach. Je pense que toi et moi, on se comprend. Je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de bêtises dans le domaine. Et la création de contenu permet de faire le tri. Bien sûr. Parce qu'avant de choisir un coach, il faut déjà t'assurer qu'il ou elle a la compétence. Absolument. Créer du contenu me permet de me poser en expert, de montrer que je sais. Qu'est-ce que je sais ce que je dis, en fait. 100% de mes clients, quand ils viennent vers moi, c'est grâce à mes réseaux. Et quand je fais des démonstrations, je leur parle de certaines choses, ils ne sont pas surpris. Ils savent que je sais. Tu comprends? Et ça, c'est parce que j'ai donné du contenu gratuitement. Sûr, tu as exposé. Ça fait 2 ans sur LinkedIn. Ça fait 4 ans sur le podcast que je donne sans compter. Bien sûr. Si vous voulez, venez. Absolument. Et on passe à la personnalisation. Parce que les concepts seuls ne suffisent pas, en fait. Et il y a des choses que je réserve uniquement en coaching parce que ces gens-là ont payé. Bien sûr. Et ils y ont droit. Oui, c'est de la valeur, la haute valeur. Voilà. Et l'une des choses qui me permet vraiment de savoir que j'ai réussi avec ce client, c'est la transformation de ses journées. Qu'il soit capable de me dire, mais tu m'as créé du temps. Ou bien aujourd'hui, vraiment, j'ai fait 100% de ce que j'avais prévu de faire. Il y a des gens qui n'avaient pas d'agenda. Tu te souviens, je t'ai dit ça tout à l'heure, des gens qui étaient comme moi à l'époque. Mais il y en a plein. Vraiment qui avaient un semblant d'agenda quelque part. Moi, c'est la première chose que j'achète quand j'ai un nouveau collaborateur, j'achète toujours 2 choses. Voilà. Un agenda et un imperméable. Parce que l'imperméable, c'est... Je l'accompagne du message, je dis tout de suite, s'il n'y a pas une averse qu'on ne peut pas traverser, tu enfiles l'imper et tu viens au boulot. Et puis tu vas au front. Parce que ici, dès qu'il y a des gouttes, on ne vient pas, les gens ne vont pas au rendez-vous. C'est terrible. Et l'agenda, c'est parce que justement, les gens ne s'organisent pas. Depuis 2013-2014, systématiquement, tu viens, ton kit de bienvenue, c'est l'agenda. Et c'est très bien pensé. Et l'imperméable. Après, tu te rends compte que les gens, ils ont l'agenda, ils commencent à essayer, ils notent et ils ne consultent pas. Ça, c'est encore un autre problème. Voilà, ça rappelle ce que tu disais. C'est la pratique. Vous pouvez connaître les concepts. Si vous ne pratiquez pas et vous n'êtes pas suivi ça ne servira absolument à rien. Et être suivi pour pratiquer de la bonne façon. Exactement. En fait. Exactement. Parce que aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et se dire coach. Oui, ça, en fait. Moi, je considère que c'est même quelque chose de bien. Même si ça a des inconvénients, c'est quelque chose qui est fondamentalement bien. Parce que pour être coach, en fait, il faut quoi? Avoir une compétence précise. Bien sûr. Dans un domaine. Et savoir transmettre. Si tu as les deux, tu peux être coach. Te former passer des certifications, c'est un bonus. Créer du contenu, c'est un bonus. Montrer ce que tu sais faire, c'est un bonus. Mais quand tu as ces 2 bases, c'est le plus important. Bien sûr, c'est de la transmission. En fait, c'est comme des enseignants dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Il y a cet aspect transmission. Et tu disais tout à l'heure que le client aussi est important parce qu'il faut qu'il fasse le travail. C'est totalement vrai. Moi, je dis souvent aux gens, quand je les ai en coaching, dès le départ, avant même le départ, quand on sent qu'il y aura à avoir la signature, le switch, la conversion,
Je dis, mais c'est comme si vous alliez à la salle de gym. Si vous pensez à des séances avec moi, pensez à une salle de gym. Quand vous arrivez, le coach ne fait pas les abdos à votre place. Si tu viens, tu me dis, moi, je veux des biceps ou des abdos, ben, il y a des exercices qui sont adaptés à cet objectif. Ah, tu les veux en 1 an? Ah bon? Au lieu de 3 ans, tu sais ce que ça implique? Tu es prêt? Oui, ok, tu vas plus manger ci, tu vas plus manger ça, tu vas faire 30 séries de ceci, de ça. Ok, tant que tu es là, je vais te dire comment faire. Quels sont les haltères qu'il faut prendre? Je serai là pour te donner un petit coup de pied là, hein, dès que tu es un peu raplapla. Je vais crier pour te motiver, mais je vais pas me coucher pour faire les abdos à ta place parce que ça va pas transmettre la musculature à ton niveau. C'est clair. Donc, c'est ça le coach, en fait. C'est ça le rôle d'un coach. C'est ça. Il te dit par où il faut passer parce qu'il est déjà passé par là. Et c'est là, je pense que il y a la différence essentielle et je m'adresse à tous ceux qui nous suivent. Si vous avez à un moment donné envie de consulter un coach, de recruter quelqu'un pour vous accompagner, faites vos recherches. Et comme a dit Olivia, regardez le contenu qu'il propose au-delà du contenu. Parce qu'avec les IA, aujourd'hui, on peut produire beaucoup de bons contenus sans forcément connaître les choses. Allez chercher ce que la personne même a réalisé dans son parcours. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'elle enseigne? Moi, je dis aux gens, dès le premier appel, échange tout de suite, je leur envoie le lien de mon site web. Et je dis, ça vous permettra de voir un peu plus mon parcours et de voir si éventuellement vous vous retrouvez. Je sais pertinemment que si tu viens me consulter sur certaines thématiques telles que le business, quand par exemple je propose aux gens un e-book avec des idées de business que vous pouvez implémenter en Afrique, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux, ou un autre livre sur l'entrepreneuriat, ou un livre sur le développement personnel, je sais que si tu vas regarder mon parcours qui est appuyé par des interviews de médias nationaux, internationaux, des échecs, des victoires, tout ça documenté à dessein, et les témoignages des autres clients institutionnels particuliers sur mon site, tu ne peux pas remettre en question ma compétence. Tu peux ne pas avoir envie de travailler avec moi. Ma tête peut ne pas te plaire. Ça, en fait. Ma méthode peut également te déplaire. Mais tu sauras que cette personne sait de quoi elle parle. Moi, je peux pas venir être un coach en... Je sais pas, moi, en quoi? Qu'est-ce que je dirais? Je sais pas. En psychologie, j'exagère peut-être, mais il y a des domaines dans lesquels je vais jamais dire je te coach, même si j'ai lu des bouquins là-dessus. Jamais. J'ai lu des bouquins sur certains sujets que je crois comprendre assez bien, mais je ne serai pas coach parce que la vie ne m'a pas encore permis d'expérimenter ce que j'ai appris moi-même avant de dire que je vais transmettre aux autres. Donc ça, c'est un conseil. Et ça demande beaucoup d'humilité. C'est important. C'est quelque chose que je fais souvent en messagerie privée sur LinkedIn. Important. Quand on m'approche pour coacher hors de mon domaine, je redirige les gens vers mes collègues. En fait, créateurs de contenu et coach. Quand ce n'est pas du tout mon domaine. C'est ça. Et il faut avoir cette humilité. Il faut avoir cette humilité. Pour le reconnaître, en fait. C'est hors de ma compétence. C'est ça. Quelqu'un m'a demandé un jour de l'accompagner sur des questions spirituelles et tout. Je lui ai dit, honnêtement, moi, je suis très intéressé par ça. Je me documente, etc. Beaucoup, c'est une partie importante de ma vie. Mais je ne peux pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas la légitimité de transmettre. Exactement. Même si j'applique des choses pour moi, il n'est pas venu le moment de le faire. Ça viendra, probablement, mais pas encore. Quelqu'un m'a demandé de le coacher en art oratoire. J'ai dit, honnêtement, je peux le faire sans trop de difficultés. Je sais que c'est un de mes points forts. Et d'ailleurs, tout ce que je fais tourne autour de l'écriture et de l'art oratoire. Mais j'ai pas conçu de programme pour ça. Donc, je vais pas maintenant commencer avant chaque séance à regarder un truc en ligne pour dire, OK, je vais le faire, hein, mais ce serait pas honnête de ma part. J'ai pas conçu le programme. Si vous voulez que je vous suggère des techniques, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que je fasse un programme, même si j'ai pas besoin d'aller me faire former particulièrement, je dois construire un programme pour ça. Et quand on commence, je sais qu'à la fin, vous avez tel résultat. C'est ça. Donc, c'est comme tu l'as dit aussi, de l'humilité. C'est important. Et ça, vraiment, tous les coachs qui nous écoutent doivent le comprendre. Moi, j'ai refusé, on m'a proposé des accompagnements sur la création de contenu sur LinkedIn. Parce qu'on me voit poster, créer sur LinkedIn. Bien sûr. Tu es légitime pour, mais tu n'as pas bâti de programme pour l'instant, oui. Et j'ai redirigé vers quelqu'un d'autre. Voilà. En fait, on n'est pas censé gagner partout. Voilà. Et le jour où tu voudras aller sur ce segment, puisque tu en as la légitimité, tu vas construire ce programme pour dire... Je n'ai pas développé de compétences fortes dans ce domaine précis. Je le fais à ma façon. Ça inspire certains. C'est bien. Mais je ne vais pas en faire un business. Voilà. En tout cas, c'est pas pour l'instant dans tes... Ce n'est pas du tout mon cœur de métier. Ce n'est pas...
mon domaine précis, en fait. Ben, écoute, on s'achemine tout doucement vers la fin de ce bel entretien. C'est très passionnant. Moi, j'adore parler de ces sujets-là et tu en parles avec beaucoup de passion. Ça se voit que tu aimes ça. Je voulais parler un peu des aspects monétisation, mais je crois qu'on l'a un peu abordé parce que on est limité un peu en Afrique en raison des listes qui n'intègrent pas nos pays pour monétiser sur telle ou telle plateforme, ou même quand c'est monétisé, bien sûr, le RPM, le CPM, bon, les revenus, on va dire simplement, ne sont pas les mêmes que quand vous êtes dans certains pays occidentaux. Et finalement, c'est pas toujours simple avec l'accès Internet aussi des gens, qui est assez limité parce que c'est coûteux de produire du contenu que le plus grand nombre regarde. Les gens sont toujours en train de contrôler leurs mots, comme on dit, etc. Comment tu fais? Mais on y a répondu un peu en parlant justement du contenu qui attire des gens pour la conversion. Donc, je comprends que c'est une de tes stratégies. Clairement. Comme la plupart d'entre nous dans le domaine. Clairement. Aujourd'hui, c'est incontournable. Le contenu, elle n'a pas, quoi. De créer du contenu, c'est incontournable. Pour gagner en visibilité. C'est ça. Se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de connaître, de savoir et de rester dans son coin. Personne ne viendra. Personne. Ce que tu proposes, il y a des milliers de gens qui proposent la même chose. Voilà. C'est à toi d'aller vers les gens. De dire au monde, voici ce que je sais faire. Je sais faire telle chose de cette façon-là, à ce montant-là. C'est à toi de faire ce travail. Absolument. Créer du contenu aujourd'hui, c'est incontournable, fondamentalement pour ça. Deuxièmement, ça te permet de te poser en expert, de montrer que tu sais, en fait. C'est ça. Que tu sais. Quand moi, j'ai commencé le podcast, je créais une fois chaque 2 semaines. Aujourd'hui, c'est une fois toutes les semaines. Parce que je sais fondamentalement de quoi je parle. Absolument. C'est-à-dire, j'avais l'expérience, mais maintenant, je me suis formée. Et tu as l'aisance maintenant pour présenter les sujets beaucoup plus qu'avant. Je me suis formée et je continue à me former. Peut-être un titre RNCP dans quelques mois, qui sait. Donc, vraiment, créer du contenu, ça permet tout ça, de gagner en visibilité, d'être une sorte d'autorité dans ton domaine, d'avoir un branding fort. Absolument. La belle preuve, tu m'as appelé pour parler productivité. Absolument. Parce que sur tous mes réseaux, du matin au soir, je parle productivité. Et tu es constante, en fait, c'est ça. Ton sujet est clair. Tous les jours, toutes les semaines, je parle productivité. Absolument. Je donne des astuces, je conseille, etc., etc. Donc, la création de contenu, quand c'est vraiment ciblé, quand c'est bien fait, permet de t'associer à un domaine. C'est-à-dire, on dit Olivia Quenom, c'est productivité, c'est performance, c'est gestion du temps. Absolument. On sait. Absolument. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que tu m'as appelé. Absolument. Donc, spécialisez-vous, formez-vous, voilà. Avancez en ayant un objectif. Alors, pour finir, j'ai 2 questions pour toi. D'accord. La première consiste en fait à donner quelques conseils de façon générique. Je dirais même un seul. S'il y a une chose que tu devrais recommander à quelqu'un qui a compris qu'en fait, s'il ne travaille pas sur sa productivité, eh ben, il va avoir des difficultés à tous les étages de sa vie, que sa vie professionnelle va en partir, sa vie émotionnelle, sa vie financière, sa vie personnelle, etc. Quelle est la première chose que la personne pourrait faire? Vous pouvez, et je vous conseille, d'aller suivre Olivia Quenom sur LinkedIn et sur les autres réseaux, les chroniques de VIA, vous cherchez, vous allez trouver une petite recherche Google. Mais là, déjà, tout de suite, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui te dit « Donne-moi une astuce que je peux commencer à implémenter tout de suite pour dépoussiérer un petit peu avant d'aller en profondeur ?» Ce ne sera pas techniquement une astuce. OK. Ça va être une habitude. OK. Donc, il faudra le faire régulièrement, fréquemment, et le faire sur la durée. OK. Planifier. Planifier. La clé. La planification, c'est la base. C'est la clé. En fait, c'est la base de tout. Te lever le matin et te demander qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, tu as déjà perdu de l'argent. Absolument. Tu vois. Rien que ça. Et ton stress est déjà monté. C'est clair. Tu vas perdre du temps à chercher, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce niveau de stress. Il y a de grandes chances que tu oublies certaines choses. Des rendez-vous, des appels à passer, quelqu'un que tu dois voir, un travail à rendre. Il y a de fortes chances que tu oublies quelque chose. La planification, c'est la base. Et ce n'est rien de compliqué. Vous prenez peut-être 10-15 minutes chaque soir, en fin de journée, pour préparer le lendemain. Qu'est-ce que je dois faire?
À quelle heure? Avec qui? Comment on doit le faire? Quelles dispositions prendre avant? Est-ce que telle ou telle chose dépend de quelqu'un? C'est ça. Parce que parfois, le travail que toi, tu as à faire à 11 heures dépend du fait que Jean-Paul t'a envoyé ce que lui, il a fait, sa partie du rapport à 10h30, Bien sûr. par exemple. Est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre? Et quel est le plan B si le quelqu'un d'autre a un imprévu? C'est ça. Parce que tu ne vas pas attendre Jean-Paul pendant toute la journée. Bien sûr. Tu comprends? Ça, c'est le premier comportement à adopter. Et pour aller plus loin dans la planification, je dirais de prioriser ce que vous avez planifié. C'est-à-dire, tu as planifié 10 choses à faire aujourd'hui, mardi. Dans les 10 choses, qu'est-ce qui est absolument, essentiellement, obligatoirement à faire? C'est-à-dire que si tu ne le fais pas ce mardi, soit ça te pourrit la journée, ou ça te pourrit la semaine, ou même le mois. C'est essentiel. Priorité pour moi, ce mardi matin, enregistrer le podcast avec Régis. Parce que c'était planifié. Priorité numéro 1. Ouais. Et tu vas voir dans mon agenda, en fait, toute la journée est comme ça. 8h, 9h30. C'est ça, timer aussi. Pour bien le timer podcast, les 10h, 12h. Les tâches. C'est ça, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que le quand est-ce que je dois le faire est important. Pour mettre les heures, le temps estimé que ça va te prendre, etc. Et donc, pour aller plus loin, prioriser. Vous pouvez juste numéroter. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre petite to-do list, qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui est 1? Qu'est-ce qui est 2? Qu'est-ce qui est 3? 3 priorités par jour, c'est déjà bon. Bien sûr. Plus, le reste, on risque c'est l'accessoire. de ne pas le faire. Oui, bien sûr. En général, on n'a pas plus de 3 priorités fondamentales dans la même journée. Absolument. Par semaine, ça peut aller jusqu'à 5. Mais par jour, 2, 3 en général. Souvent, le reste est accessoire. Donc, planifiez, priorisez dans ce que vous avez planifié. Déjà, ça va changer vos journées. J'espère qu'après ce podcast, vous allez mettre stop, pas pause, parce que ce sera fini, que vous allez déposer votre téléphone à côté, prendre une feuille et commencer à planifier la journée de demain et les autres jours. Planifier la journée, planifier la semaine, planifier le mois, planifier le trimestre, planifier le semestre, planifier l'année. Normalement, on le fait avant le début de l'année. C'est jamais tard. C'est toujours mieux de le faire tard que jamais. Donc, si vous voulez commencer maintenant parce que c'était pas dans vos habitudes, faites-le en vous basant, comme l'a dit Olivia, sur vos objectifs principaux de vie. Quel est mon objectif principal de cette année 2025? Sur la base de ça, tout ce que vous faites doit concourir à cet objectif-là. Sinon, en fait, on travaille dans le vent. Dans le vide. Donc, rétro-planning tout le temps. C'est terrible. On s'en rend pas compte, bien sûr. On ne s'en rend pas compte. Vraiment, c'est-à-dire, c'est tellement essentiel. La productivité n'est pas le fait du hasard. C'est pas de moi, c'est Paul Meyer qui l'a dit. La productivité n'est pas le fait du hasard. C'est le résultat d'efforts ciblés et d'une planification intelligente. Absolument. C'est ce qu'il a dit. Absolument. Et c'est vraiment pour ça que je dis que la planification, c'est la base. C'est par là que ça commence. En fait. Super. Merci pour cette ce bel exposé, cette belle présentation de ce concept. Et ma dernière question, c'est toujours un conseil, mais sur le plan entrepreneurial. Alors, un conseil clé, fondamental que tu donnerais à une personne qui se lance dans le business ou qui est déjà entrepreneur, mais qui traverse peut-être des moments difficiles, ou qui ne sait pas trop comment avancer. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, de gré ou de force, par passion, par défaut, beaucoup de gens vont devenir entrepreneurs. Les réalités du monde du travail font que les entreprises privées embauchent de moins en moins. Ça va être davantage le cas avec les IA et tout le reste. L'État, dans la plupart des pays du monde, n'embauche plus beaucoup. Il n'a pas vocation à faire ça. Et puis, c'est plus comme avant où on se reposait sur 2-3 personnes dans une famille. La vie est suffisamment dure. Donc, même si la solidarité se poursuit, il faut que les gens s'autonomisent. Or, on est de plus en plus nombreux. Donc, conséquence, de plus en plus d'entrepreneurs, même par défaut. Tu as été à la tête d'une boîte pendant 10 ans dans un secteur exigeant. Tu es dans un secteur particulier aussi, le coaching avec ses challenges aujourd'hui. Donc, tu as la légitimité de donner un conseil avisé à un aspirant entrepreneur ou un primo-entrepreneur. Je vais donner 2 conseils. Vas-y. Un qui vient de moi, un qui vient de mon père. OK, super. Mais les 2 se rejoignent. Travaillez votre résilience. Vraiment, c'est le conseil fondamental pour se lancer en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est ça. Ce n'est pas un sprint. Moi, j'ai connu l'échec. On n'en a pas parlé. J'ai connu l'échec 2 fois. C'est pas seulement la société de transit. OK. J'avais aussi une société d'import-export que j'ai dû fermer. OK.
Et pourtant, je suis retombée sur mes jambes. Parce que je suis résiliente. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Forcément. À certaines périodes, il y aura plus de bas que de hauts, malheureusement. Vous allez réussir à certains moments. Vous allez perdre beaucoup d'argent à d'autres moments. Il faut savoir faire la part des choses et revenir toujours à la stratégie. S'ajuster. Tester de nouvelles choses. Ne pas rester sur un échec. L'échec n'est jamais final. C'est ça. Churchill. L'échec n'est jamais final. Jamais. En fait, vous préparez le succès suivant. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ce qui se passe tous les jours avec tous les entrepreneurs du monde entier. En fait, sans résilience, vous n'arriverez à rien du tout. Très clairement. Absolument. En fait. Et ça, il faut le travailler. Il faut changer son mindset, sa perspective. Il faut rêver grand. En fait, c'est essentiel. Absolument. Croire profondément que vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez lancer telle chose et ça va marcher. Vous pouvez vous relever de tel ou tel échec, en fait. Absolument. La première chose, c'est d'y croire. Si vous n'y croyez pas fondamentalement, ce n'est même pas la peine d'essayer. Totalement d'accord. Clair et net. C'est même pas la peine, laissez tomber. En fait, si vous-même, vous n'y croyez pas, c'est foutu d'avance. Donc, travaillez votre résilience. Soyez prêts pour les hauts comme pour les bas. Et c'est là que je dis que les deux conseils, en fait, se rejoignent. Parce que ce que mon père me répétait tout le temps, son conseil phare, et je vais le partager avec ceux qui nous écoutent, c'est tout passe. C'est ça, son conseil. Rien n'est éternel. Tout passe. Quand c'est bon, quand c'est quelque chose de bien, rappelle-toi toujours que ça va passer. Donc, profites-en. Profite du moment présent. Profite de l'instant présent. Donne tout. Quand c'est quelque chose de mauvais, rappelle-toi aussi que ça passe. Ce n'est pas éternel. L'échec, la douleur, la souffrance, la maladie, ça passe. Rien n'est éternel. Donc, bon ou mauvais, ça va passer. Accrochez-vous à ça et foncez. Ce sont des paroles profondes. Merci d'avoir partagé les deux conseils, mais ce dernier en particulier qui me parle personnellement parce que je le répète beaucoup aussi pour l'avoir lu et entendu de personnes plus âgées également. C'est la sagesse paternelle, la sagesse de nos ancêtres. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous allons finir sur ces mots-là. Merci à toi d'avoir pris de ton temps pour partager ton parcours de façon aussi authentique avec des épisodes qui ne sont pas toujours les plus gais, mais qui font partie de nous. Merci d'avoir eu justement cette ouverture d'esprit, cette spontanéité. Et je suis certain que beaucoup de gens en tireront le maximum. Je l'espère. Merci infiniment à toi de m'avoir invité. Avec J'ai plaisir. passé un très, très, très bon moment. Ah, mais c'est génial. Merci Très bon encore. moment. Merci à toi. Je t'en prie, avec grand plaisir. Et vous l'avez entendu, hein, c'était les derniers mots d'Olivia, qui sont les mots de son père et qui répondent à une évidence de la vie. Le monde existe depuis des centaines de millions, des milliards d'années. Nous n'allons pas le réinventer. La dualité est essentielle. Il n'y a pas de jour sans la nuit. Les heures les plus sombres de la nuit sont celles qui précèdent le lever du soleil. Et le soleil finit par aller se coucher aussi, n'est-ce pas, comme on dit gentiment. Il va se coucher, nous on ne le voit plus, pour laisser place à la nuit, à ses étoiles et à tout ce que nous connaissons. Il n'y a pas de blanc sans noir. On parle de blanc parce qu'on arrive à l'opposer au noir. Il n'y a pas d'amer, d'acide, tout ce que vous voulez, sans savoureux. Donc, on ne recherche pas la douleur, mais on la subira toujours à des moments donnés. Et le plus important, c'est de savoir s'appuyer sur les difficultés d'un moment donné, tirer des leçons. Parce que la résilience, c'est ça. C'est pas l'endurance. C'est la capacité à s'appuyer sur la balle qui chute, qui rebondit pour monter plus haut. Moi, je vois une balle de basket quand on parle de résilience souvent. Parce que ça remonte plus haut quand ça va sur le parquet. Donc, gardez foi et sachez que tout ce qui est négatif et qui arrive, négatif selon nous, est en réalité pas du négatif. C'est une façon de nous transmettre des enseignements. Et quand on le comprend, on prend un peu de hauteur, on analyse les choses et avec le recul, on dit même merci. Parce que chaque échec vous rapprochera de la victoire.
Voilà. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un moment revigorant pour votre esprit, votre mental. Et si c'est le cas, mettez un petit like, partagez l'épisode pour que le maximum de gens puissent profiter de ce bel échange et de tous les apports que nous avons eus avec Olivia. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre de façon factuelle la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent la communauté des rocks. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.